Bonjour, je suis Philippe Jacquet, je suis dermatologue à Hyères dans le Var et je suis en compagnie du docteur Jean Pouaha qui est dermatologue à Metz-Thionville et le docteur François Wilm qui est dermatologue à Strasbourg. Nous allons discuter aujourd'hui de chirurgie dermatologique et de cancérologie cutanée. Vous savez que les cancers cutanés sont en forte croissance. Les mélanomes, par exemple, il y a 1700 décès par an. Les carcinomes sont diagnostiqués à hauteur de 50 000 carcinomes par an en France. Et donc cette croissance fait que la dermatologie, qui est dans le référentiel métier, une spécialité qui est à la fois médicale mais aussi chirurgicale, elle prend toute sa valeur. Elle a vu son réveil, on va dire, se faire dans les années 75 avec le développement de la chirurgie grâce à certains grands noms de la dermatologie, le docteur Le Tessier, l'équipe de Tarnier, le docteur Préau avec le collège de chirurgie, puis le docteur Egas avec l'association des enseignements pour la dermatologie chirurgicale. Et puis il y a une quinzaine d'années, sous l'égide du professeur Claire Bello, a vu le jour le groupe chirurgical de dermatologie et le développement du diplôme interuniversitaire de chirurgie dermatologique. Donc un des premiers principes de la chirurgie dermatologique, c'est l'enseignement. Il faut savoir qu'il est prodigué dès l'internat avec des modules validants de chirurgie dermatologique et des séminaires pratiques. Et bien sûr, il y a tout un cortège de formations post-internat et post-spécialité avec des séminaires, des journées thématiques, des séminaires de cas cliniques, des vidéotransmissions, des CD, des bouquins. Donc cette formation qui est nécessaire et obligatoire pour tout dermatologue est un des premiers principes des grandes conduites de cette chirurgie dermatologique. Le deuxième est celui d'informer son patient. Vous savez que dans le code de la déontologie médicale, cette information est obligatoire, elle doit être claire, précise, concise et loyale. Et le patient est informé au cours d'une consultation préopératoire des différentes possibilités thérapeutiques, en particulier également l'alternative à la chirurgie doit être discutée au cours de cette consultation, des alternatives qui sont soit médicales, soit instrumentales. On voit arriver donc de plus en plus la photothérapie dynamique, en particulier en lumière du jour, et des associations par des propénétrations avec des lasers et des techniques médicales. Donc rentrons dans le vif du sujet avec la chirurgie proprement dite. Et donc il y a des règles à respecter pour la chirurgie carcinologique. Ces règles sont d'abord les marges tumorales. Jean, tu peux nous parler peut-être un petit peu de ces marges standardisées et bien connues aujourd'hui. Les marges tumorales standardisées pour les différentes tumeurs ont été décidées au cours de différentes conférences de consensus. La marge recommandée pour les carcinomes basocellulaires de bon pronostic est de 4 mm, pour les carcinomes basocellulaires de pronostic intermédiaire de 4 à 5 mm et pour les carcinomes basocellulaires de mauvais pronostic qui sont situés soit sur le nez ou bien au niveau des zones périofficielles, la marge est de 5 à 10 mm. Pour le carcinome épidermoïde cutané à faible risque, la marge est de 4 à 6 mm. Et pour les carcinomes épidermoïdes cutanés à risque élevé, quand on parle de carcinome cutané à risque élevé, il s'agit de carcinomes épidermoïdes cutanés qui ont un engainement nerveux, un engainement périnerveux, des carcinomes qui ont une épaisseur supérieure à 3 mm. Sur le plan histologique, il s'agit d'une tumeur indifférenciée. La marge recommandée est de 6 à 10 mm. Pour le mélanome, la reprise est fonction de l'indice de Breslow. Et pour le carcinome de Merkel, on recommande des marges latérales de 2 à 3 cm. Cependant, pour des tumeurs qui sont situées au niveau du visage, on peut utiliser des marges réduites. Et enfin, pour certains carcinomes basocellulaires qui sont de mauvais pronostic, tels que les carcinomes basocellulaires sclérodermiformes, on a recours à la chirurgie micrographique de Mohs. Alors justement, François, quand l'invasion infraclinique, l'exérèse n'est pas certaine d'avoir emporté cette invasion infraclinique, là prend toute la valeur de la chirurgie micrographique de Mohs. Alors on en parle beaucoup. Quand on lit dans les publications anglo-saxonnes, on a l'impression qu'on ne voit que de la chirurgie de Mohs. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grands principes, dire ce qu'il en est aujourd'hui et son intérêt principal ? Oui, alors le terme essentiel et à retenir est chirurgie micrographique. Mohs est un nom propre
qui désigne qu'une seule technique de chirurgie micrographique. MOS est le plus connu parce que c'est une technique très diffusée dans les publications dans le milieu anglo-saxon, tout simplement pour des raisons de cotation financière dans le monde anglo-saxon de ce genre de technique, et aussi pour une raison de les dermatologues américains ont le droit de lire des lames de pathologie cutanée, alors que les dermatologues français n'ont pas le droit de donner un diagnostic anapathe. Bon, la chirurgie de MOS, c'est important de vous expliquer ce que c'est. La chirurgie de MOS, c'est une chirurgie qu'on appelle extemporanée, c'est-à-dire que le chirurgien enlève la tumeur avec une toute petite marge, et les marges sont examinées à 100% des bords en extemporané, c'est-à-dire tout de suite après l'exérèse. Si ce n'est pas suffisant, il y a une reprise immédiatement après, etc. L'intérêt, c'est de régler le problème avec une exérèse complète en une journée. Mais le problème, ceci est très peu réalisable en pratique dans le paysage médical français. Donc il n'y a que certains centres hospitaliers qui l'utilisent, très très peu. Par contre, on a d'autres variantes de chirurgie micrographique. Micrographique veut dire microscopique et topographique. Topographique, on repère la tumeur et on l'examine au microscope. Donc on peut utiliser ces découpes micrographiques pour repérer 100% des marges et les examiner en lame de paraffine pour avoir une réponse en quelques jours. On appelle ça le SLOMOS. Il y a d'autres techniques qui examinent aussi toutes les marges latérales et en profondeur, qui sont bien décrites par des Allemands, qui s'appellent technique de Muffin ou de la galette, technique où il n'y a que les marges latérales, technique de collerette. Enfin, bref, il y a beaucoup de sortes de techniques qu'il faut apprendre, s'approprier en tant que dermatologue. Il y a un enseignement qui existe. Donc c'est un diplôme interuniversitaire qui a été créé il y a 2 ans, ouais. Je crois. Et donc les dermatologues français commencent de plus en plus à s'y intéresser, comme les autres homologues européens qui sont, faut dire, un peu plus en avance là-dessus. Ça permet d'opérer les tumeurs mal limitées, mais aussi de réduire les marges pour des tout petites tumeurs. Par exemple, un petit carcinome du nez de très petite taille, pour éviter de faire une exérèse de 1 cm, on peut réduire les marges avec une sécurité de 100% en utilisant ce genre de technique. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail parce qu'après c'est technique. Oui, c'est très technique. On va continuer un petit peu sur les grands principes de la chirurgie dermatologique. On va parler des préventions contre les infections. Jean, le code de déontologie médicale impose aux médecins toutes les règles de stérilisation, d'élimination des déchets et de vérifier l'absence de complications potentielles infectieuses. On sait que la dermatologie chirurgicale est une spécialité chirurgicale, on va dire propre ou propre contaminée, que le taux d'infection est relativement faible. Quelles sont les grandes lignes, on va dire, qui s'imposent aux chirurgiens dermatologiques pour limiter ces problèmes infectieux? Donc, pour limiter les problèmes infectieux en chirurgie dermatologique, il faut respecter l'asepsie. Le matériel utilisé doit être doit être stérilisé à l'autoclave ou bien on peut utiliser le matériel à usage unique. Le champ opératoire doit être désinfecté selon un protocole standard. Le chirurgien doit également laver les mains et utiliser des solutions hydroalcooliques. Et il faut bien respecter l'asepsie durant toute l'intervention. Est-ce que tu utilises une antibioprophylaxie systématique dans certaines localisations ou tu attends vraiment une infection évidente? Nous savons tous que la chirurgie dermatologique est une chirurgie propre dont l'antibioprophylaxie n'est pas indiquée. Cependant, chez des patients diabétiques, des patients tabagiques ou qui sont immunodéprimés et chez certains patients qui présentent des lésions périorificielles, c'est-à-dire autour du nez, dans la bouche, l'oreille et des lésions situées au niveau du pris, je propose une antibioprophylaxie est recommandée dans ce cas et j'utilise de l'augmentin amoxicilline acide clavulanique 2 grammes per os 30 minutes avant l'intervention chirurgicale. Est-ce que localement, par exemple, François, tu mets des antibiotiques en pommade au niveau des orifices quand tu fais, par exemple, un lambeau du nez à titre systématique? Voilà. Alors, effectivement, il y a des zones où il y a des gîtes microbiens qui sont le nez, qui sont les oreilles. Il est préférable de mettre au minimum des crèmes antibiotiques dans ces zones-là en prophylaxie avant et pendant la durée
du pansement. Je dirais d'ailleurs même s'il y a eu un saignement important qui va augmenter le risque infectieux et justement ce problème d'hémostase et de saignement est un autre problème. Comme Jean l'a très bien dit, il y a très peu de risques d'infection en dermatologie. Ça a été prouvé dans de nombreuses études, notamment une étude sur grande échelle faite par le groupe chirurgical Société française de dermatologie, que le risque infectieux est nettement augmenté en cas de saignement. Donc il faut vraiment effectivement prendre des mesures pour réduire le saignement. D'autant plus qu'on est très embêté en fin de compte parce qu'on est souvent les carcinomes du visage arrivent chez des personnes âgées qui eux-mêmes sont sous anticoagulants. Alors les anticoagulants, il y a différents types. Grossièrement, le Préviscan, les antiagrégants cardégiques et aspirine et les nouveaux anticoagulants. La Préviscan, pour la conduite à tenir, est-ce qu'il faut arrêter ou pas tous ces médicaments? Non, il ne faut pas arrêter. Et actuellement, en fin de compte, toutes ces décisions reposent sur une balance bénéfice-risque. Le risque est beaucoup plus important de thrombose. On n'a jamais vu, enfin à ma connaissance, mourir quelqu'un d'un saignement suite à une plastie du nez. Il vaut mieux un bel hématome. Par contre, des AVC après arrêt d'anticoagulants, ça arrive. Donc, ce que j'avais noté, excuse-moi de te couper, c'est par exemple des saignements tardifs avec le Plavix. Oui. Je ne sais pas si ça vous avez... ça s'est bien passé pendant l'intervention, il n'y a pas eu besoin de faire une hémostase elle est toujours soigneuse, mais finalement 3 jours après, il peut y avoir un saignement, d'où l'intérêt peut-être des fois des pansements compressifs et des choses. D'où l'intérêt d'un pansement compressif qu'on laisse 2 à 3 jours, mais aussi, et ça on en est des victimes de temps en temps, de laisser une conduite à tenir au patient avec un numéro de téléphone. Donc comme ça, il peut vous téléphoner à 1h du matin pour vous dire que... Et je pense aussi qu'il faut revoir le patient. Quand il est sous anti-agrégant par plaquettaire, il faut le revoir 24 heures et ensuite, effectivement, laisser le numéro de téléphone pour qu'il puisse vous joindre rapidement. Il faut quand même préciser pour un des anticoagulants les plus répandus qui est le Préviscan, il y a une conduite à tenir simple qu'il faut vérifier la veille de l'opération, 1 ou 2 jours avant, que l'hémostase, l'indice d'INR soit inférieur à 3. Au-dessus de 3, on n'opère pas. Voilà. Donc ce sont des mesures simples qui permettent ensuite, une fois qu'on a pris ces mesures-là, il faut effectivement être au niveau de sa pratique, éviter qu'il y ait des hématomes. Donc là, il y a l'utilisation d'un bistouri électrique, de préférence avec une pince bipolaire, permet de vraiment réaliser, c'est ce qui est long et souvent compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude au départ. Il faut prendre du temps pour faire une hémostase très très soigneuse. Je crois que ça c'est un point important. Alors Jean, si on reprend un petit peu les propriétés biomécaniques de la peau qui est élastique, expansible, rétractile pour les plus grandes parties de ces propriétés, est-ce que tu peux nous donner les grands principes d'une exérèse, d'une bonne exérèse et d'une bonne réparation au regard en fait de ces propriétés biomécaniques de la peau, des lignes de tension, des zones anatomiques, des unités anatomiques? Donc, pour une bonne exérèse, il faut dans un premier temps identifier la lésion et préciser les limites de cette lésion. Et pour préciser la limite, on peut utiliser un dermatoscope pour bien préciser, voire actuellement le microscope confocal pour des centres qui en disposent parce que c'est un appareil qui permet de faire des diagnostics in vivo. Ensuite, pour l'exérèse, il faut bien tendre la peau et faire une incision franche. Ensuite, suturer la perte de substance en 2 plans en respectant les lignes de moindre tension cutanée. Si possible, mettre la cicatrice au niveau d'un pli naturel. Pour des lésions situées au niveau de la face en périorificielle, il faut horizontaliser les sutures. Pour les pertes de substances qui sont plus larges, qui ne peuvent pas être suturées directement, nous avons recours à des autoplasties de voisinage. C'est ainsi qu'au niveau du front, on va privilégier soit une plastie en T ou un double lambeau d'avancement. Au niveau de la tempe, une plastie en équerre. Et au niveau de la joue, un lambeau de rotation et au nez, un lambeau de rigueur ou une plastie de transposition. Donc Jean, grâce à tout ça, en fait, l'objectif pour le médecin, mais aussi pour le patient, parce que le patient voit et ne voit souvent que ça, c'est-à-dire la cicatrice,
la cicatrice qui est en fait le reflet d'une bonne intervention pour le patient. Alors François, comment peut-on améliorer l'aspect des cicatrices? D'abord par la bonne chirurgie, les bons principes, mais il existe tout un cortège d'actions qui soient médicales ou avec instrumentales, en particulier avec des lasers, pour faire une prévention des cicatrices. Est-ce que tu peux nous donner, il nous reste 1 ou 2 minutes. Oui, alors on pose bien le cadre. Là, on est dans la chirurgie carcinologique du visage, on n'est pas dans la plastie abdominale, etc. Dans ce cadre-là, depuis 5-6 ans, on a constaté qu'il y a des effets de photomodulation, de biomodulation par les lasers, et notamment le laser collant pulsé, les lasers CO2 fractionnés permettent justement de façon très précoce, c'est-à-dire même à l'ablation des fils avec des fluences, c'est-à-dire des puissances faibles, d'améliorer une cicatrice. Alors on améliore peut-être que de 20, 30, peut-être 40%, peut-être pas plus, l'érythème, la souplesse et la largeur de la cicatrice, mais pour une cicatrice sur le visage, c'est déjà énorme comme amélioration. Et des critères fonctionnels qui sont les prurites ou des sensations de tiraillement, etc. Plus rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, bien sûr, il va falloir faire un suivi qui est très important, le suivi de son patient pour voir, suivant l'objectif carcinologique de surveillance, suivant le type de tumeur. Et je crois qu'on a fait le tour un petit peu des grandes lignes. On pourrait peut-être préciser que le dernier principe, s'il y avait un 11e commandement, si je puis dire, ça serait celui de la transmission des connaissances, et peut-être pour aujourd'hui reparler de la retransmission des connaissances, et c'est peut-être l'objectif, je ne sais pas où est l'objectif, il est peut-être atteint. Merci. Merci bien.